Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Donc là, cette vidéo va être sur un embrasement possible de la région de la mer Rouge, évidemment en lien avec le conflit israélo-palestinien, puisque tout démarre de là, bien sûr. Et donc cet embrasement comprend trois entités qui sont impliquées, c'est-à-dire l'Occident, l'Iran et les Houthis. Alors, bien sûr, rien n'empêche, parce qu'on ne connaît pas le futur, qu'il y ait des pays hors Occident qui se greffent à ce conflit, comme la Chine et l'Inde. Pourquoi je vous dis ça? Puisque la Chine et l'Inde ont envoyé des bateaux de guerre vers la mer Rouge. Donc on ne sait pas comment ça peut se finir. Mais cela reste marginal pour l'instant et ils ne sont ici qu'en tant qu'observateurs. Donc l'Occident, c'est qui? C'est tous ceux qui suivent les États-Unis. Et en premier lieu, les Américains et les Anglais, bien évidemment. Alors il y a les Français aussi et quelques autres pays, mais ceux qui sont vraiment impliqués et qui agissent réellement, côté Occident, c'est les Américains et les Anglais. Les Anglais étant évidemment un clone des États-Unis dans tous les conflits mondiaux qui impliquent les États-Unis. Bon, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc d'abord, pourquoi ce conflit démarre dans la mer Rouge et pourquoi les Houthis sont maintenant sur le devant de la scène? Alors, faut savoir que les Houthis, eux, on a commencé à parler d'eux, évidemment, quand il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre. À partir de là, les Houthis, cette entité religieuse ethnique bien spécifique du Yémen, se sont montrés extrêmement solidaires des Palestiniens. Alors évidemment, il n'y a pas que les Houthis, mais dans le cadre de notre vidéo, c'est surtout les Houthis. Évidemment, il y a moult autres pays qui se sont déclarés pour la protection des Palestiniens. Et la Turquie, par exemple, en a été une voix très forte. Pour l'instant, la Turquie n'a été qu'une voix forte. Au niveau des actions, la Turquie n'a strictement rien fait. Ce qui ne les honore pas, puisque Erdogan a été extrêmement bruyant et a dit des paroles extrêmement guerrières contre Israël. Mais en attendant, il n'a strictement rien fait. Pareil pour les autres pays arabes qui se sont mis du côté des Palestiniens. Beaucoup de paroles, mais aucune action. Je pense à l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie et autres, bien sûr. Bref, donc il y a eu récemment là des actions guerrières et on va voir des articles afin de se remémorer un petit peu en détail toutes ces actions guerrières qui se sont passées ces derniers temps, très récemment, et qui font une escalade. Alors, ces escalades, comment elles vont se finir? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Mais en tous les cas, cela cause une inquiétude mondiale. Parce que oui, on parle du trafic commercial qui est fortement gêné donc par les Houthis, mais bon, tout cela est exagéré par les médias occidentaux parce que en fait, les Houthis n'attaquent que des navires qui sont en relation avec Israël. Et oui, d'autant que les Houthis ont même précisé que les navires chinois, indiens, russes, mais d'autres encore, bien sûr, pouvaient passer sans problème, ils ne les attaqueraient pas. Donc en gros, ils n'attaquent que les navires israéliens ou des navires sous d'autres drapeaux, mais qui en réalité sont en relation avec Israël, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'évidemment, les Houthis se renseignent sur les navires qui passent. Donc en réalité, l'escalade a été faite par les Américains en mer Rouge
pour protéger les navires marchands, au final, n'a fait qu'apporter justement cette escalade et qui a fait que les contrats d'assurance ont explosé, qui a fait que les navires marchands maintenant ne veulent plus passer pour des raisons de sécurité. Tout ça, en réalité, à cause de l'intervention américaine. Et en particulier quand les États-Unis ont répliqué et ont visé 70 sites au Yémen. Donc là, évidemment, ça fait une escalade très très forte. Je rappelle en plus que les frappes américaines, anglo-américaines pour être très exact, au Yémen sont totalement illégales. Ils n'ont pas été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est totalement illégal. Bref, sans l'intervention américaine, seuls les navires israéliens ou en relation avec Israël auraient été attaqués. Donc certes, ça peut gêner les États-Unis, bien évidemment, mais ça n'aurait pas empêché le trafic maritime mondial dans la mer Rouge, en tous les cas. Bref, évidemment, chacun peut débattre de cela, mais en tous les cas, ce sont les faits là que je vous dis. Bon, on va regarder quelques articles ensemble afin d'avoir des informations un petit peu plus précises et ensuite vous aurez ma conclusion. Donc on va commencer par un article de CNN du 4 janvier 2024 qui dit « 2 explosions tuent des dizaines de personnes près de la tombe du commandant iranien assassiné ». Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas du grand général iranien assassiné, c'est Soleimani, qui a été tué par les Américains en Iran. Donc évidemment, il y a eu un émoi absolument énorme du côté iranien, mais un grand émoi aussi dans le monde arabe, bien sûr, parce que c'est tout à fait illégal, hein, c'est un assassinat pur et simple par les Américains, mais comme c'est les Américains, ça passe, vous voyez, parce que évidemment l'assassinat du général Soleimani a été absolument terrible, totalement illégal, bien évidemment, et c'est un meurtre barbare, bien sûr. Là, déjà, première escalade, donc on parle au 4 janvier, donc 2 explosions. Des dizaines de personnes ont été tuées mercredi dans la ville iranienne de Kerman après 2 explosions près du lieu de sépulture du commandant militaire assassiné Qassem Soleimani, dans ce que les autorités ont qualifié d'attaque terroriste. Les explosions, dont au moins une a été provoquée par une bombe, a indiqué la télévision d'État, ont eu lieu à l'occasion du 4e anniversaire de la mort de Soleimani lors d'une frappe aérienne américaine et menace d'accélérer les tensions dans la région, voilà, on en arrive, qui se sont accrues depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Au moins 84 personnes ont été tuées et 284 autres blessées, selon l'agence de presse officielle IRNA, citant Jafar Miadfar, chef de l'agence nationale iranienne d'urgence. Le bilan a été révisé à la baisse en raison d'une erreur de comptage des parties du corps. Vous voyez, parce qu'au début, il y avait plus de morts et plus de blessés. Hein. Donc 84 personnes ont été tuées et 284 autres blessés. Voilà, par les Américains. Donc ça, c'était uniquement parce qu'il y a énormément d'Iraniens qui se sont recueillis devant la tombe du général Soleimani, qui était évidemment vu en Iran comme un véritable héros, j'ai envie de vous dire quasiment une légende vivante, militaire bien sûr. Donc c'était un héros national qui a été tué, et donc les Américains voulant faire un exemple entre guillemets, comme quoi ils pouvaient tuer n'importe qui, n'importe quand en Iran, eh bien ils ont fait cela et ils ont réitéré, mais cette fois sur des innocents carrément. Et dans le monde occidental, tout du moins, ça passe encore.
C'est un acte d'une barbarie incroyable, totalement illégal, cela va sans dire. On tue un héros national iranien, vous vous doutez bien, ça c'était il y a 4 ans, vous vous doutez bien que les Iraniens maintenant, bon, ils ont toujours détesté les Américains, mais maintenant c'est une haine farouche. Après la mort de Soleimani, c'est fut une haine farouche. Voilà. Bon, après il y a eu l'attaque d'un numéro 2 du Hamas, toujours en Iran, du même style, mais par les Israéliens, très récemment. Voilà, donc ça ajoute à la haine des Iraniens envers les Américains et les Israéliens. Donc, évidemment, tout ça participe à une escalade, bien entendu. Là, de CNBC, donc grand média américain, là c'est du 17 janvier, plus récent, violation non provoquée. L'Iran frappe la Syrie, l'Irak et le Pakistan alors que les tensions au Moyen-Orient montent en flèche. Et oui, donc regardez par quoi commence CNBC, donc un des plus grands médias américains pour information. Violation non provoquée. Ça vous rappelle pas l'Ukraine? Ça vous rappelle pas l'Ukraine avec l'invasion non provoquée, hein, fallait toujours qu'on rajoute non provoquée. D'ailleurs, cet ajout au début systématique concernant la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, déjà était un peu douteux. C'est suspect. Bon, bah là, ils font la même chose avec l'Iran, hein, comme quoi on ne change pas une méthode qui gagne. Donc l'Iran frappe la Syrie, l'Irak et le Pakistan, alors que les tensions au Moyen-Orient montent en flèche, 17 janvier. L'Iran a lancé des frappes de missiles et de drones sur des cibles dans 3 pays, l'Irak, la Syrie et le Pakistan sur une période de 24 heures. Le ministère irakien des Affaires étrangères a qualifié ces attaques de violation du droit international et a annoncé qu'il déposerait une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que les dirigeants pakistanais condamnent fermement la violation non provoquée de son espace aérien par l'Iran. S'adressant à CNBC à Davos en Suisse, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a déclaré que les frappes étaient conformes à la lutte contre le terrorisme et à la légitime défense. Bah oui, il y a eu le général Soleimani qui a été tué par un missile en Iran par les Américains. Ça a dérangé personne. Les Israéliens ont tué un des numéros 2 du Hamas en Iran aussi. Ça a dérangé personne. Voilà. Là, par contre, bon, bah, là, le ministre iranien, bah, il dit, bah, écoutez, moi maintenant, je fais pareil, hein, puisque ça dérange personne et que ça, c'est devenu légal de faire ça. Donc maintenant, l'Iran riposte. L'Iran voit de hauts responsables tués impunément dans leur pays par une action barbare et terroriste. Pourquoi l'Iran ne se défendrait pas? Donc c'est de la légitime défense. Et il lutte contre le terrorisme. Donc là, l'Iran a 100% raison. Nul ne pourrait leur jeter la pierre. Voilà. Alors évidemment, quand l'Iran frappe des cibles en Irak, en Syrie, au Pakistan, évidemment, c'est contre des entités anti-iraniennes. Cela va de soi, hein. C'est pas, il ne frappe pas des entités purement irakiennes, syriennes ou pakistanaises, hein, bien entendu. Ça n'a aucun rapport avec les 3 pays respectifs. C'est toujours des cellules que l'Iran voit comme des cellules terroristes anti-iraniennes, mais qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec les États Irak, Syrie et Pakistan. Je le précise quand même, hein. Hein, évidemment, parce que là, sinon, ça jaserait énormément. Il ne faut pas oublier que l'Iran s'entend bien avec l'Irak, s'entend bien avec la Syrie, bon, un peu moins bien avec le Pakistan, mais bon, voilà, il faut quand même préciser cela.
passe à un autre article. Là, c'est le New York Times du 20 janvier, donc encore plus récent. Les attaques en Syrie et en Irak accentuent les tensions dans une région déjà tendue. Un haut responsable des renseignements iraniens a été tué lors d'une frappe israélienne à Damas, alors que les troupes américaines étaient attaquées en Irak. Vous voyez? Donc tout ça accentue bien sûr les tensions. Donc là, c'est un haut responsable du renseignement qui a été tué lors d'une frappe israélienne à Damas. Donc là, que lit-on? Et on va juste s'arrêter là. L'Iran a accusé Israël d'avoir lancé samedi une frappe aérienne sur la capitale syrienne, Damas, qui a tué de hauts responsables militaires iraniens. La dernière d'une série d'attaques israéliennes contre des responsables iraniens et deux de ses mandataires, le Hamas et le Hezbollah. L'Iran s'est engagé à riposter, faisant craindre des troubles régionaux encore plus profonds résultant de la guerre à Gaza. Donc là, c'est pareil, c'est une cellule iranienne qui a été frappée en Syrie, mais évidemment, la cellule iranienne, elle n'est pas par hasard en Syrie, elle est là-bas sous invitation de Bachar el-Assad, c'est-à-dire de la Syrie. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas comme les bases américaines en Syrie qui sont là de manière totalement illégale et qui volent du pétrole syrien. Hein, rien à voir. Donc l'Iran, quand ils attaquent c'est les trois fameux pays dont je vous ai parlé, c'est pas encore une fois les pays mêmes qu'ils attaquent, hein, l'État même, mais les cellules anti-iraniennes qui sont là-bas et qui participent à la lutte anti-Iran. Voilà. Et là, on va passer à un dernier article qui dit bien les choses, hein. Ça vient du site Investigation, c'est-à-dire du grand reporter belge Michel Collomb. Hein. Donc ça date du 18 janvier. L'embrasement s'étend au Moyen-Orient. Tandis qu'Israël poursuit ses opérations génocidaires à Gaza, avec une moyenne de 250 Palestiniens tués par jour, les forces militaires anglo-américaines ont bombardé le Yémen, fin de la semaine passée. Une agression de l'OTAN visant à défaire le blocus exercé en mer Rouge par les Houthis, en solidarité avec la Palestine. Mardi, c'est l'Iran qui frappait le Kurdistan irakien, donc en Irak, pour détruire un QG du Mossad, le service d'espionnage de l'État colonial et d'apartheid, c'est-à-dire Israël pour investigation. Liban Sud, Yémen, Iran, l'embrasement régional n'est plus à craindre, il s'étend. Alors Liban Sud, investigation veut dire l'attaque du Hezbollah envers Israël et réciproquement. Hein, c'est la lutte Hezbollah-Israël dans le Liban Sud, hein, je précise. Au nom de l'OTAN, le 12 et 13 janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tiré plus de 70 frappes visant des sites militaires yéménites. Sanaa, la capitale du Yémen, a été touchée, ainsi que les villes d'Hodeïda à l'ouest et de Taïez au sud, d'Aja au nord-ouest, toutes sous contrôle de la rébellion houtiste en guerre avec le gouvernement central. Ces bombardements occidentaux ont fait au moins 55 morts et 6 blessés, bilan provisoire parmi les rebelles yéménites. Fallacieusement présenté par ses auteurs comme une réponse nécessaire et proportionnée, alors les auteurs anglo-américains donc, visant à protéger le commerce mondial. L'agression de l'OTAN a aussi été qualifiée de défensive, avec pour objectif une désescalade, comme si l'attaque anglo-américaine allait provoquer une désescalade. Vous voyez la stupidité quand même des anglo-américains. D'un autre côté, ça peut expliquer pourquoi la France n'a pas voulu participer à cela. Ou quand les mots servent à désigner l'exact contraire de la réalité. Bon, ça c'est vrai. En effet, le nombre d'observateurs indépendants voit mal comment le bombardement de ce pays en guerre civile depuis 2014 diminuerait en quoi que ce soit
les tensions ou rapprocherait d'une solution politique. Vous voyez, tous ces articles disent que l'embrasement s'étend, les tensions s'accentuent dans une région déjà tendue, les tensions au Moyen-Orient montent en flèche. Et là, c'est évidemment, là c'était, on va dire, le 4 janvier, et alors, ça a commencé là. Imaginez-vous, là, carrément, alors on ne sait pas qui a fait ça, Israël ou encore une fois les États-Unis, qui ont carrément tué des innocents, 84 personnes, lors du grand rassemblement iranien pour célébrer le 4e anniversaire de la mort du général Soleimani. Donc voilà, alors là, carrément, bon, là, ça a commencé vraiment là, pour l'embrasement, bien sûr. Ça a commencé, l'origine de l'origine, c'est le 7 octobre. C'est là que les Houthis ont déclaré la guerre à Israël, mais l'embrasement voilà, a commencé le 4 janvier par cet acte absolument terrible qui a été condamné évidemment par le monde arabe, cela va de soi. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus sur ces articles qui vous montrent avec précision ce qu'il se passe. Maintenant, ma conclusion. Alors la conclusion, eh bien la conclusion, là je vous l'ai démontré, les tensions montent avec un risque d'embrasement régional autour de la mer Rouge, mais bon, après, n'oublions pas le conflit israélo-palestinien, Hamas-Israël, on ne sait pas, il y a aussi le facteur Hezbollah, peut-être que cela arrivera de là, on ne sait pas, il peut arriver beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent participer à cet embrasement régional et qui peut échapper à tout le monde. On ne sait pas. Donc les États-Unis peuvent faire un geste malheureux, évidemment accompagné de l'Angleterre comme d'habitude, hein, cela va de soi. L'Iran qui, à force d'être attaqué de manière barbare et terroriste, de manière bien sûr illégale, peut en avoir marre et finalement s'impliquer elle-même dans une guerre en disant bon allez maintenant ça suffit. Alors ou sinon elle peut être un petit peu plus on va dire prudent et envoyer le Hezbollah à sa place, faire le sale boulot. Mais en attendant, l'Iran est encore plus prudente et utilise les Houthis. Alors maintenant, on va un peu trop vite en besogne en disant que l'Iran contrôle totalement les Houthis. C'est pas tout à fait exact. L'Iran aide les Houthis, bien entendu, mais les Houthis sont une force indépendante, malgré tout, qui peuvent agir de manière indépendante. Alors, certes, les Houthis, c'est pas comme le Hezbollah. Le Hezbollah est beaucoup plus lié à l'État iranien que les Houthis. Alors bon, déjà le fait que les Houthis soient au Yémen, qu'ils soient loin de l'Iran, donc, et les Houthis, bon, c'est quand même des gens, on va dire, qui ont le sang chaud, pour dire le moins. Ce sont des guerriers confirmés, ils ont toujours été en guerre. Bref, c'est des gens extrêmement fiers, orgueilleux. Bon, si l'Iran leur dit ne faites surtout rien, ne faites rien, je ne crois pas que les Houthis obéiront. Les Houthis ont une idéologie, ont une idée en tête, abattre Israël comme ils le peuvent, ou tout du moins les ennuyer le plus possible. Et je ne crois pas qu'un ordre même de l'Iran les en empêcheront. Je ne le pense pas. Donc en tous les cas, un embrasement est tout à fait possible. Tout peut arriver. Alors, mais quand même, l'élément moteur, ce sont les États-Unis. Si les États-Unis calment le jeu, c'est-à-dire jouent uniquement en défensive, ça pourrait faire une désescalade. Par contre, si les États-Unis continuent à frapper le Yémen,
Cela pourrait faire bouger l'Iran de manière beaucoup plus active, surtout qu'en plus, il y a Israël, il y a le facteur Israël à ne pas oublier. Si Israël, en plus de cela, attaque l'Iran de manière directe pour tuer un haut responsable, que sais-je encore, eh bien, bah, il peut y avoir un embrasement. Autre option d'embrasement, c'est Israël attaque le Hezbollah, mais de manière puissante, hein, pas les petites escarmouches qu'on a eues récemment à la frontière sud-Liban. Je parle de quelque chose d'un peu plus massif. Voilà, alors qu'est-ce qui pourrait calmer les États-Unis? Ben, ça peut être le coût de la protection des navires marchands. Parce que quand vous envoyez un missile à 1 million de dollars contre un drone à environ 20 000 dollars, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça longtemps. Donc en gros, les États-Unis, de toute manière, ne peuvent pas faire une escalade guerrière énorme. Ils peuvent faire quelques petites frappes par-ci, par-là. La seule chose qui pourrait vraiment impliquer les États-Unis, c'est si les Houthis arrivent à détruire, couler, comme vous voudrez, un navire de guerre américain. Là, effectivement, ça pourrait impliquer beaucoup plus fortement les États-Unis. Alors là, par contre, là, l'embrasement, il est direct et immédiat. Bien sûr, là, je ne vois pas d'échappatoire. Ou alors, faudrait que les États-Unis ne répliquent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup des États-Unis. Beaucoup. Enfin bref, voilà les risques potentiels. Mais en attendant, bah, les Houthis sont la seule entité qui, on va dire, disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent. Voilà, les autres vitupèrent énormément contre Israël, toutes les autres entités, mais ne font rien, absolument rien. En attendant, les morts à Gaza s'accumulent. Israël est toujours accusé à la Cour de justice internationale de génocide et tous les experts, tous les juristes spécialistes en droit international disent que Israël n'a aucune chance et sera obligatoirement accusé de génocide, car tous les éléments contre eux sont accablants. Alors maintenant, nous verrons bien, parce qu'entre la théorie et la réalité, il y a un monde, hein, surtout avec Israël, qui a quand même les États-Unis derrière lui et peut en gros tout se permettre, pour l'instant tout du moins. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'embrasement possible régional dans la région du Moyen-Orient. Je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et toujours, soyez curieux.